Est-ce que lire un gros pavé vous fait peur? Bonjour à tous! Et bienvenue chez nous! Aujourd'hui, on va vous parler des plus gros livres qu'on a lus en 2023. Alors, c'est pas forcément celui qui est plus gros au niveau visuel, mais celui qui fait le plus de pages. On en a lu pas mal. Après, tout dépend de ce que vous pensez être un gros livre. Il y en a qui vont peut-être dire, déjà à partir de 300 ou 400 pages, c'est un gros livre, et d'autres vont peut-être dire, c'est à partir de 500 pages. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur des livres qui font plus de 500 pages. Et on va prendre une liste de 10 bouquins. Parmi la centaine de livres qu'on a lus en 2023, on a retiré les 10 livres les plus gros qu'on ait lus. Et vous? Est-ce que vous lisez des livres avec beaucoup de pages? Est-ce que ça vous fait peur peut-être? Dites-le nous dans les commentaires. Et dites-nous le livre le plus gros que vous ayez lu dans votre vie. Et si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air, commenter, partager, bref, nous aider à faire mûrir cette chaîne qui nous tient tant à cœur. Merci. Alors, on va donner les livres dans un ordre aléatoire. C'est pas forcément de celui qui est le plus gros jusqu'au moins gros. Peu importe. Le premier bouquin, il s'agit de Atlas, l'histoire de Passolt. Donc c'est le dernier tome de la saga de Lucinda Riley et de Harry Whittaker sur la saga des 7 sœurs. Elle a beaucoup fait parler autour d'elle ces derniers temps. Et le dernier tome d'ailleurs est sorti en 2023. Alors je pense que c'était vers la mi-mai, donc ça date de pas très longtemps. Donc il a été publié aux éditions Charleston en mai 2023 et il fait 768 pages. Donc c'est déjà un gros bouquin. Je l'ai pas là sur moi, mais je vous montrerai une image. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pourrez aller voir le lien là-bas. C'est l'histoire d'un homme donc qu'on appelle Passolt. En tout cas, il est appelé Passolt par ses filles et c'est un personnage vraiment singulier, mystérieux. On ne connaît pas grand-chose de sa vie, ni même ses filles d'ailleurs. Lors du premier tome de la saga des 7 sœurs, on va apprendre la mort de cet homme en fait. Et on va tout apprendre de lui à travers les yeux de ses filles. Chaque tome va parler d'une fille en particulier et on va savoir en fait comment elle a été adoptée, quelles sont ses origines. Chaque fille aura la possibilité de connaître ses origines parce que le père avait tout fait. Il avait fait en sorte de tout mettre en place pour qu'elles puissent découvrir leurs origines après sa mort. Et chaque bouquin est un peu en double temporalité, on voit toujours un peu l'histoire de la fille à cette époque. On a aussi l'époque où le père a rencontré en fait l'enfant, ou l'a adopté. C'est très bien écrit, hein, c'est vraiment fluide, il y a beaucoup de mystère, de suspense, c'est contemporain, enfin c'est vraiment sympa comme bouquin et comme histoire en général en fait. Et ce gros pavé de plus de 700 pages nous raconte vraiment tout sur ce qu'on n'a pas su en fait dans les 7 précédents tomes. Donc en fait chaque tome nous fait réfléchir et il y a toujours des questions qu'on se pose parce qu'on ne sait pas tout. Il y a plein de choses qui ne sont pas résolues en fait. Et ce dernier tome va nous aider justement à aller chercher ces réponses. Donc c'est vraiment très intéressant et ça ferme bien en fait cette saga. On est un peu déçus à la fin que ce soit terminé, mais en tout cas pour ma part, j'ai énormément aimé ce bouquin parce qu'il a vraiment répondu à mes questions que je me posais pendant les 7 tomes précédents. C'était vraiment bien. Et franchement, 700 pages et plus, comme c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, j'ai pas trop vu les pages passer en fait, ça a été très vite. Donc je pense que quand on aime bien le nombre de pages, on s'en fiche en fait. On le voit pas forcément. La chambre aux papillons de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche en 2021 et celui-ci il nous fait 640 pages. Alors on a lu ce livre en début d'année 2023 en lecture commune avec d'autres personnes si je me trompe. C'est de la littérature étrangère écrite encore une fois par Lucinda Riley, celle qui a écrit Les 7 sœurs. Bon, vous l'aurez compris, on aime bien cette autrice, surtout ses bouquins, et on s'est même donné le défi de tous les lire. On s'en sort pas trop mal pour le moment. C'est l'histoire d'une famille, celle de Posy Montague. Elle a environ 70 ans. Elle se prépare à laisser sa maison d'enfance à d'autres personnes. Ici, on est en Angleterre. La réapparition soudaine d'un amour de jeunesse et de ses secrets va bouleverser un peu le cours des choses. Et on est aussi à la fois dans la vie de Posy, mais également dans celle de son entourage. C'est une fresque multigénérationnelle qui va nous révéler au fur et à mesure de la lecture toutes ces choses cachées au début. J'ai beaucoup aimé cette histoire où les personnages nous touchent et nous donnent envie de nous immiscer dans leur vie pour comprendre ce qui se passe. On ne s'ennuie pas avec tous ces événements qui ont lieu et c'est un vrai plaisir de lire cette autrice comme toujours. C'est une belle histoire de famille où tout n'est pas rose, mais où on espère que les liens familiaux puissent rester unis malgré tout et puissent être plus forts que tous les secrets ou que toutes les choses mal qui ont pu avoir lieu.
Un autre livre, alors là c'est pas un contemporain mais c'est plutôt un classique anglais qui a été écrit en 1847, donc par Charlotte Brontë, et donc c'est un classique anglais, ça se passe au 19e siècle. Alors cette histoire relate la vie de Jane Eyre, donc une petite orpheline qui a été d'abord, pas adoptée mais elle a été recueillie par la famille qui lui restait, donc son oncle, mais qui est très vite décédée, donc elle est restée avec sa tante par alliance, qui elle ne voulait pas la garder en fait, donc elle lui a fait la misère pendant toute son enfance, et cette petite elle était vraiment à côté, avec ses cousins et ses cousines, elle n'était pas traitée de la même manière en fait, c'était vraiment la petite dernière, un peu comme Cendrillon, celle qui doit tout faire, on peut la taper, on peut lui dire des mauvaises choses, celle qui fait le ménage un peu, elle était vraiment sur le côté et maltraitée en fait. Donc autant dire qu'elle ne voulait pas rester avec sa famille puisque sa famille ne l'aimait pas en fait, l'a rejetée. Dès qu'elle a pu, elle est partie dans un pensionnat pour jeunes filles un peu comme elle en fait, qui n'avaient plus de parents, en tout cas l'un ou l'autre des deux parents. Elle y est restée quelques années, elle a fait ses études et puis elle est devenue elle-même maîtresse dans cet orphelinat. Mais au bout d'un certain temps, elle trouvait que sa vie était un peu trop monotone, trop routinière en fait, et elle voulait changer, elle voulait quelque chose de plus. Donc elle a commencé à faire des lettres pour aller travailler ailleurs, pour être la gouvernante d'enfants, pour devenir institutrice particulière chez des gens. Et un jour, elle reçoit une lettre donc de quelqu'un qui est intéressé par son curriculum vitae. Elle va très vite tomber amoureuse du maître de sa petite pupille, celle dont elle s'occupe, mais il y a quand même un écart d'âge entre eux, et il y a aussi toujours ce problème de différence sociale. Ils ne sont pas du même monde. Lui, il est riche, et elle n'a rien. C'est une orpheline. Évidemment, il y aura beaucoup de péripéties, il va se passer beaucoup de choses bonnes et mauvaises, mais je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler le bouquin. C'est un livre qu'une amie m'avait proposé il y a maintenant au moins 10-15 ans, donc ça fait un bon moment et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai eu l'occasion de pouvoir le relire avec d'autres personnes en même temps. Une lecture commune, c'est toujours sympa de pouvoir lire en même temps que d'autres personnes le même bouquin et de pouvoir partager un peu ce qu'on pense, les questions qu'on se pose aussi. Et c'est super, donc ça fait une expérience un peu différente aussi sur ma lecture. Donc je suis contente de pouvoir le relire, donc là je l'ai pas terminé, mais les souvenirs reviennent forcément. Mais il y a plein de détails que j'avais oubliés, donc c'est très enrichissant et c'est sympa parce que j'ai pas le même recul qu'il y a 10 ou 15 ans. L'écriture de l'autrice est vraiment super intéressante, c'est pas le même français que maintenant. Bon, évidemment c'est une traduction, mais ce n'est pas la même écriture que ce qu'on peut lire dans les livres contemporains d'aujourd'hui en tout cas. Et c'est très recherché. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que parfois elle parle au lecteur directement, donc c'est assez sympa en fait. Les paysages sont magnifiques, en tout cas les descriptions des paysages sont super, ça se passe un peu dans la campagne anglaise avec les belles maisons, les grandes maisons, tout est bien décrit en fait. Donc les personnages sont vraiment très attachants et c'est ça que j'aime bien aussi dans les histoires, c'est quand je m'attache aux personnages et Jane Eyre est vraiment troublante, elle a un passé vraiment difficile mais elle veut réussir en fait, elle veut pas rester dans sa condition un peu d'orpheline. Et c'est ça qui est vraiment bien parce qu'elle veut grandir, elle veut poursuivre ses rêves en fait. Et même si elle sait qu'elle n'est pas du côté des riches où ils peuvent tout faire, c'est plus facile, elle veut y arriver quand même. Elle a beaucoup souffert, mais elle refuse de rester dans ses souffrances. Tout ça se passe dans une Angleterre victorienne où tout est régi par des règles, c'est très figé en fait. Comme je dis, les riches, les pauvres, on peut pas se mélanger. Les riches ne peuvent pas faire ce que les pauvres font et les pauvres ne peuvent pas accéder à ce que les riches ont. Donc c'est compliqué, surtout pour Jane Eyre qui ne veut pas en rester là où elle est. Bref, vraiment une très 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 bonne lecture. Restons toujours avec Lucinda Riley et le dernier bouquin que j'ai lu d'elle cette année c'était La lettre d'amour interdite. Alors ma version elle a paru en janvier 2023, version poche, avec une magnifique ouverture toute rose. Ce livre fait 672 pages et on en est encore dans la catégorie littérature étrangère. Ici il est question d'un amour interdit. On est en 1995 à Londres. Joanna Haslam, journaliste londonienne, doit aller couvrir les funérailles de Sir James Harrison, un homme de cinéma britannique très connu. Pour elle, c'est vraiment pas le scoop qu'elle attend, mais bon, elle y va quand même, elle a pas trop le choix. Elle va comprendre qu'elle est sur un gros coup et qu'elle ne va pas tarder à être la cible de personnes haut placées qui ne lui laisseront jamais divulguer ce qu'elle apprend. Elle va rencontrer Marcus Harrison, le petit-fils du défunt, qui d'ailleurs ne lui sera pas indifférent. Mais sera-t-il pour elle un allié ou un ennemi dans son enquête? J'ai énormément aimé ce bouquin parce que on est quasiment dans un thriller en fait, avec des meurtres, des mystères à gogo, du danger et une énigme qui est vraiment pointue. Elle nous mène par monts et vaux. On n'a aucun moment de répit dans ce récit. Et l'autrice nous balade de lieu en lieu, de secret en secret. Elle mène la barque mais tellement bien. Même la fin est juste incroyable. Mon cœur a palpité durant cette lecture. Je l'ai littéralement savouré. C'était vraiment un pur délice.
Si vous aimez ce genre de bouquin qui allie histoire, romance, mystère, enquête, meurtre, vous serez servi avec ce bouquin. Et ce qui est top, c'est que, en tout cas moi, je ne savais pas vraiment comment se terminerait ce bouquin, ouais. Alors on a aussi S'adapter ou mourir de Antoine Renan, j'en ai déjà parlé dans un bilan de lecture je pense, alors je ne sais plus dire de quel mois il s'agit mais en tout cas c'est dans une vidéo qui est là. C'est un auteur que j'ai connu cette année par le biais d'une copine Insta et finalement j'ai lu tous ses bouquins, il en avait 4 je pense, donc S'adapter ou mourir, Fermer les yeux, L'empathie, ah oui et L'empathie 2 que j'ai dans ma palle mais que je n'ai pas encore lu, en tout cas je vais le lire très vite. Donc ce sont des thrillers et psychologiques et vraiment quand même assez durs. Si vous avez vraiment l'âme sensible, il faut vraiment pas les lire parce que les scènes sont quand même très difficiles. Donc c'est un thriller psychologique qui fait quand même froid dans le dos. L'histoire commence vraiment très fort. On a une fille en fait qui... Enfin elle est ado, elle a 17-18 ans et puis elle en a un peu marre parce que sa mère elle est un peu trop sur elle. Donc elle veut partir en fait. Et avec son copain elle décide de partir mais sans le dire à sa mère. Et ça fait quelques mois qu'elle correspond avec un gars sur internet. Et donc il lui a dit qu'il pouvait passer chez lui puisqu'il est sur la route de là où ils veulent aller en fait. À côté de ça, on a un homme de 40 ans qui est un peu dans une phase de sa vie où c'est un peu compliqué. Donc il est marié, il a un enfant, il est producteur de télé mais ça marche pas bien. Et il va devoir trouver un autre job parce que sinon il pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. Et sa femme prend vraiment beaucoup de distance par rapport à lui. Il doit absolument trouver un job alimentaire et il devient alors modérateur pour une société qui s'appelle Livebook. C'est un des plus grands réseaux sociaux sur lequel en fait il y a plein de vidéos qui passent et lui il doit modérer tout ce qui est à caractère sexuel ou violent. Et qu'est-ce que tu fais là toi ? Donc il doit supprimer toutes ces vidéos là en fait. Alors au premier abord, lui et la fille dont j'ai parlé précédemment n'ont rien en commun et rien ne peut les lier. Et pourtant dans cette histoire quelque chose va faire que à un moment donné il y aura un lien entre ces deux personnages. Mais je peux pas en dire plus. La structure du récit est vraiment très intéressante. Parce qu'en fait c'est pas linéaire, c'est assez troublant en fait, on peut pas s'imaginer comment ça va être à la fin, on sait pas comment ces deux histoires vont pouvoir s'entrechoquer aussi. Il y a tellement de suspense, il y a tellement de choses qu'on sait pas, qu'on n'arrive pas à maîtriser en fait, que moi en tout cas j'étais bluffée par la lecture et la fin, j'aurais pas pensé à cette fin là en fait, j'avais imaginé plein de choses dans ma tête, il y a des petites choses oui qui corrélaient un peu avec ce que je pensais, mais le plus gros non. Mais c'était vraiment une très bonne lecture et encore une fois je vous dis, il faut vraiment être accroché pour le lire en tout cas. Mais si vous êtes vraiment à fond dans les thrillers, les choses où c'est très haletant, il y a un peu de frisson, du suspense où ça fait un peu froid dans le dos, vous allez être vraiment servi, il n'y a pas de souci, là vous pouvez le lire. Et en plus c'est un bouquin français, donc soutenons nos auteurs français, c'est toujours bien. Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, publié aux éditions Olympe. Donc ce livre est énorme et il nous a fait un peu peur au début parce qu'il fait 624 pages. Et c'est dans un genre qu'on ne lit pas trop, la fantaisie. Donc autant dire que ça passait ou ça cassait. Les 2 premiers chapitres ont été vraiment importants pour nous, pour savoir si on allait aimer ou pas. Ils ont été un peu durs à lire parce qu'il a fallu se mettre dans le contexte un peu fantastique et un contexte qu'on ne lit pas trop, donc forcément on n'a pas tous les codes, tout ça, donc ça prend un peu plus de temps. Dès qu'on a été à l'aise avec ça, on a lu le bouquin avec plaisir et c'était juste super. Une histoire très prenante qui d'ailleurs aura une suite. On en parle dans la vidéo là que je mets au-dessus. Je vais juste vous lire le synopsis, du coup vous aurez un peu une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est Gemma Ashbourne qui a tout pour être heureuse. Elle est fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir. Elle occupe son temps à organiser des bals, des réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa petite sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et elle combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu depuis des années, laissant derrière elle une maison endeuillée. Et son père et sa sœur Farin passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. La jeune femme, frivole et séduisante, n'est qu'une façade que Gemma s'est construite pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car, si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa seule proximité déclenche en elle des crises insupportables. Talent, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie quand même de ce séduisant inconnu. De quoi vous donner envie ou pas. Donc à vous de savoir si cette histoire pourrait vous plaire. Un gros bouquin aussi, que peut-être vous avez déjà lu ou pas, c'est la Bible. Moi c'est pas la première fois que je la lis, mais là je l'ai lu en 1 an en fait, et de manière chronologique, parce qu'on peut la lire
comme elle est écrite en fait, avec une succession de bouquins comme c'est dans la table des matières en fait, mais c'est pas chronologique par rapport à l'histoire. Alors il faut savoir que c'est aussi le livre le plus vendu dans le monde entier depuis des années et des années. Donc il contient à lui-même 66 livres. Et je peux vous dire que dedans il y a de tout, il y a de l'histoire, il y a de la poésie, il y a... Si vous aimez tout ce qui est un peu apocalyptique, bah vous avez l'apocalypse. Si vous aimez les biographies, les autobiographies, vous en avez beaucoup aussi. Bah, vous avez l'histoire de beaucoup de personnages, il y a plein de thrillers, il y a du suspense, il y a de la romance, il y a énormément de choses, la trahison, il y a de tout. En termes de contenu un peu plus précis, bah, on parle de la Genèse jusqu'à la fin du monde, donc la création du monde jusqu'à la fin du monde. Et on sait que c'est Dieu qui a créé la terre et qu'il envoie son fils Jésus pour pouvoir nous sauver de nos péchés, des travers, des choses mal qu'on peut faire. Si vous prenez ce bouquin juste comme un livre, vous avez vraiment une histoire très complète avec plein de choses variées. Donc c'est à chacun de voir comment il le lit. Soit il le lit comme un peu un guide, ou alors juste comme un livre historique. La Villa aux étoffes, tome 1 de Anne Jacobs aux éditions 10-18, mais initialement aux éditions Charleston en 2020. Il fait 644 pages. L'histoire se passe en Allemagne, juste avant la Première Guerre mondiale en 1913. Tout se passe essentiellement au sein de la grande et somptueuse maison de la famille Meltzer, une famille allemande bourgeoise. Alors on a un œil sur la famille, mais également sur les domestiques, donc ils se croisent forcément. Cette histoire, elle va mêler les joies, les drames, les secrets, mais également des amours interdits. Et dans tout ça, on va faire la connaissance d'une jeune orpheline, Marie, qui prend le poste de femme de ménage dans l'imposante résidence de la famille industrielle Meltzer. Trouver sa place demande du temps, et c'est pas facile pour elle. À côté de ça, on a la saison du bal pour les filles Meltzer. Donc Katharina, la belle et plus jeune fille des Meltzer, doit être introduite en société lors de la saison du bal hivernal. Paul, l'héritier de la famille, se tient à l'écart et préfère sa vie étudiante à Munich. Mais il va faire la rencontre de Marie. Alors c'est super prenant comme histoire, hein. Ça me fait vraiment penser à la série Downton Abbey en lisant ce roman. Les domestiques se mêlent aux résidents de la famille, les secrets, tout ça. Ouais. Vous aimez les sagas historiques avec tout ce qu'on vient de dire, allez lire cette saga, vous serez servi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est écrit avec le contexte allemand et pas français. Donc par exemple pour la guerre, là on n'y est pas encore, mais quand vous verrez les autres tomes, vous verrez la guerre sous un angle allemand en fait. Et c'est top. Un autre gros pavé que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire dans les prochains jours, c'est un livre de Ken Follett, donc qui est très connu quand même cet auteur. Moi je n'en ai encore jamais lu, mais là je vais bientôt lire une trilogie avec plusieurs personnes. Donc une trilogie dont le premier tome s'appelle La chute des géants. C'est un bouquin qui fait quand même 1047 pages, donc il est super gros. Alors j'espère vraiment que je vais aimer, sinon là ça sera dur de le lire. Il va y avoir beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de suspense. J'ai l'impression que je ne vais pas m'ennuyer avec ce bouquin et j'ai vraiment hâte de le commencer. Je vous en ferai un petit retour je pense. En tout cas, ce sera certainement dans un de mes bilans de lecture. Donc, affaire à suivre. Ce livre promet. Alors, les livres qu'on vous a présentés ne sont pas forcément les plus gros livres du monde, bien sûr. Mais il en existe qui font bien plus de pages que ce que moi j'ai pu vous dire. Et juste comme ça, pour la culture, je vais vous en donner un qui fait un grand nombre de pages d'ailleurs. Il a été publié en 40 tomes entre 1950 et 1967. Le roman s'appelle Tokugawa Ieyasu et il a été rédigé donc forcément par un japonais qui lui s'appelle Sohashi Yamaoka. Au total, il y a plus de 10 millions de caractères, ce qui fait à peu près 15 800 pages. Il est considéré à juste titre comme l'un des plus longs, sinon peut-être le plus long livre du monde, qui nous est parvenu en tout cas. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était les mots d'or.